29 mars 1985, 13h15, Aumontzey, petit village des Vosges. Bernard Laroche rentre chez lui avec sa femme Marie-Ange et leur fils Sébastien. Soudain, un homme émerge d'un bosquet, fusil de chasse à la main. C'est Jean-Marie Villemain, son cousin, 26 ans, le visage dévasté par 5 mois de deuil. « Fais pas le con, tu sais que j'y suis pour rien », lance Bernard Laroche en reculant vers le garage. « Rentre, on va discuter », ajoute-t-il, les mains levées. Jean-Marie ne répond pas. Il pointe son fusil Investarme calibre 12. Une détonation déchire l'air glacé de mars. Bernard Laroche s'effondre, touché en pleine poitrine. 15 minutes plus tard, il est mort. Les caméras de télévision ont tout filmé. Les journalistes étaient là, attendant un rebondissement dans l'affaire qui fascine la France depuis 5 mois. Mais personne n'imaginait assister à un meurtre en direct. Jean-Marie Villemain vient de tuer l'homme qu'il croit responsable de la mort de son fils Grégory, 4 ans, retrouvé noyé dans la Vologne le 16 octobre 1984. Pourtant, la justice avait libéré Bernard Laroche 2 mois plus tôt, faute de preuves suffisantes. Mais pour Jean-Marie Villemain, la vérité est ailleurs. Son cousin est le coupable. Il en est certain depuis que les gendarmes ont établi des expertises graphologiques pointant vers Bernard Laroche. Il en est convaincu depuis que Muriel Boll, la belle-sœur de 15 ans, a raconté que Bernard était venu chercher Grégory le jour du meurtre. Si ce genre d'histoire vous captive, abonnez-vous et écrivez en commentaire qui était vraiment le corbeau. Maintenant, retournons au début de ce cauchemar. Pour comprendre comment un père aimant est devenu un meurtrier, il faut remonter 4 ans en arrière. À l'époque où les lettres anonymes ont commencé à pourrir la vie de la famille Villemain. À l'époque où personne ne savait encore que ces mots de haine allaient conduire à 2 morts et détruire des dizaines de vies. Tout a commencé en 1981, dans les vallées tranquilles des Vosges, quand un corbeau a décidé de frapper. 1981. La famille Villemain vit à l'Épanche-sur-Vologne, petit village vosgien où tout le monde se connaît. Jean-Marie Villemain, jeune contremaître de 23 ans, travaille à l'usine Autocoussin à la Chapelle-devant-Bruyères. Sa femme Christine, 21 ans, s'occupe de leur fils Grégory, un petit garçon aux boucles blondes. La vie semble leur sourire. Jean-Marie grimpe les échelons, gagne mieux sa vie que beaucoup dans cette région ouvrière. Mais quelqu'un n'apprécie pas cette réussite. Les appels anonymes commencent d'abord chez Albert et Monique Villemain, les parents de Jean-Marie. Une voix déformée, menaçante, qui crache sa haine au téléphone. Le 1er décembre 1982, Albert Villemain dépose plainte à la gendarmerie de Corcieux après avoir reçu 27 appels en une seule journée. La plainte reste sans effet. À vous de choisir, la vie ou la mort, déclare la voix au téléphone. Le corbeau, c'est ainsi qu'on appellera l'auteur anonyme, exige qu'Albert et Monique cessent de voir leur fils Jean-Marie. Jackie et sa petite famille a assez été mis de côté, au tour du chef d'être considéré comme un bâtard, écrit le corbeau dans une lettre. Les grands-parents tiennent un cahier pour recenser les appels, le registre des corbeaux. 17 appels le 26 janvier 1983. Les communications cessent temporairement en mai 1983, quand la ligne est mise sur écoute. Mais le corbeau se tourne alors vers Jean-Marie directement. 8 avril 1984. Un appel glaçant. La voix menace de brûler sa maison. Jean-Marie refuse de céder. Alors la voix change de tactique. « Je vais enlever ton fils », annonce le corbeau. « Ne fais jamais ça », supplie Jean-Marie, montrant sans le savoir au corbeau quel était le meilleur moyen de l'atteindre. Les lettres s'accumulent. Plus de 1000 appels anonymes seront recensés après le drame.
Le corbeau connaît tout de leur vie, leurs horaires, leurs déplacements, leurs secrets de famille. Il sait que Jean-Marie est devenu contremaître. Il sait où travaille Christine. Il les observe, les traque, les terrorise pendant 3 ans. La famille Villemain vit dans l'angoisse permanente, ne sachant ni qui est le corbeau, ni quand il passera à l'acte. Mais le 16 octobre 1984, la menace devient réalité. 16 octobre 1984, 17h. Christine Villemain dépose son fils Grégory, 4 ans, chez ses beaux-parents Albert et Monique à l'Épange-sur-Vologne. Le petit garçon aux boucles blondes adore jouer dans le jardin de ses grands-parents. Christine repart tranquillement vers 17h15 pour rentrer chez elle. Grégory joue dehors sous la surveillance de son grand-père. 17h30, Albert Villemain entre dans la maison pour écouter les informations à la radio. Quelques minutes plus tard, il ressort chercher son petit-fils. Le jardin est vide, Grégory a disparu. « Grégory, Grégory !» crie Albert en parcourant le terrain. Panique, Monique appelle Christine immédiatement. Les recherches commencent. La famille fouille le village, interroge les voisins, arpente les bois. Personne n'a rien vu. Un enfant de 4 ans s'est volatilisé en plein jour dans un village de 1000 habitants. 20h30, le téléphone sonne chez les Villemain. Christine décroche. C'est lui, le corbeau. « J'ai vengé le patron », déclare la voix déformée avant de raccrocher. Christine hurle. Jean-Marie comprend immédiatement. Grégory n'a pas fugué, il a été enlevé. Les gendarmes lancent une battue dans toute la vallée. 21h, un pêcheur découvre le corps du petit garçon dans la Vologne, à 9 km en aval du village, près du hameau de Dossel. Grégory est mort, noyé. Ses pieds et ses mains sont attachés avec de la ficelle et du fil de fer. Son bonnet rouge est toujours sur sa tête. L'autopsie révèle une vérité atroce. L'enfant était encore vivant quand on l'a jeté à l'eau. Le médecin légiste constate des traces de coups, des ecchymoses sur le visage. Grégory a été tué ailleurs, puis transporté jusqu'à la rivière. Les enquêteurs découvrent d'autres détails troublants. Les nœuds utilisés pour attacher l'enfant sont des nœuds marins complexes. Le tueur savait donc faire des nœuds de ce type. De plus, aucun témoin n'a vu de voiture suspecte dans le secteur entre 17h30 et 20h. Le meurtrier connaissait parfaitement la région, les chemins, les horaires de la famille. Le 5 novembre 1984, 20 jours après le meurtre, les gendarmes arrêtent Bernard Laroche, 33 ans, cousin germain de Jean-Marie. Le motif, le témoignage de sa belle-sœur Muriel Boll, 15 ans. La jeune fille raconte qu'elle était dans la voiture de Bernard le 16 octobre, qu'ils sont allés chercher Grégory ensemble. Bernard m'a dit de monter dans sa R5. On est allés à l'Épange, il est sorti de la voiture et il est revenu avec Grégory, déclare Muriel Boll aux enquêteurs. Mais ce témoignage va déclencher un engrenage judiciaire qui transformera une tragédie en chaos total. Bernard Laroche clame son innocence dès son arrestation. Contremaître à l'usine textile de Laveline devant Bruyères, marié, père de famille, il nie catégoriquement avoir tué Grégory. Mais le témoignage de Muriel Boll est accablant. La gamine de 15 ans a tout raconté en détail, le trajet en voiture, l'enlèvement, le retour. « Je n'y suis pour rien, je vous le jure », répète Bernard Laroche en garde à vue. Le juge d'instruction Jean-Michel Lambert, 32 ans, est convaincu de sa culpabilité. Il met Bernard Laroche en examen pour assassinat et le place en détention provisoire. Mais l'enquête vacille rapidement. 24 heures après ses aveux, Muriel Boll se rétracte complètement. Elle affirme avoir été manipulée par les gendarmes, avoir inventé cette histoire sous la pression. « J'étais pas dans la voiture de Bernard, j'ai menti, ils m'ont forcé à dire ça », déclare-t-elle à sa mère. Les expertises graphologiques arrivent en décembre 1984. Plusieurs experts analysent les lettres du corbeau. Leurs conclusions sont contradictoires. Certains pointent vers Bernard Laroche, d'autres vers des membres de la famille Villemain, d'autres encore vers Christine, la mère de Grégory.
aucune certitude. Pire encore, aucune preuve matérielle ne relie Bernard Laroche au crime. Pas de fibres, pas de cheveux de Grégory dans sa Renault 5, pas de témoins ayant vu Bernard dans le secteur le 16 octobre, pas d'ADN, cette technique n'existe pas encore en France en 1984. Le dossier repose uniquement sur le témoignage rétracté d'une adolescente. Influençable, le juge Lambert hésite. L'affaire devient médiatique, la pression est énorme. La France entière suit le drame des Villemain. Les télévisions campent devant le tribunal. Jean-Marie et Christine donnent des interviews, supplient qu'on arrête le meurtrier de leur fils. On veut juste la vérité, on veut savoir qui a tué notre Grégory, pleure Christine à la télévision. Mais le 4 février 1985, le couperet tombe. Le juge Jean-Michel Lambert ordonne la mise en liberté de Bernard Laroche. Motif, insuffisance de charge. 3 mois de détention pour rien. Bernard Laroche sort de prison et retrouve sa famille à Aumontzey. Jean-Marie Villemain apprend la nouvelle par la télévision. Il est anéanti. Pour lui, la justice vient de libérer l'assassin de son fils. Le lendemain, 5 février 1985, il convoque une conférence de presse devant sa maison. « Si la justice ne fait pas son travail, je le ferai moi-même », annonce Jean-Marie Villemain, le regard vide devant les caméras. Les journalistes notent cette phrase terrible. Personne ne la prend vraiment au sérieux. Un père détruit par le chagrin qui menace dans le vide. Mais Jean-Marie Villemain ne menace pas, il promet. Et 52 jours plus tard, il tiendra parole. Les semaines suivant la libération de Bernard Laroche sont un enfer pour Jean-Marie Villemain. Il voit son cousin circuler librement dans les Vosges, reprendre son travail, retrouver sa vie normale. Pendant ce temps, Grégory reste dans sa tombe. L'injustice le ronge, la rage grandit. « Je ne peux pas accepter ça, il a tué mon fils et il se promène tranquillement », confie Jean-Marie à ses proches. Mars 1985, Jean-Marie Villemain prend une décision. Il achète un fusil de chasse Investarm calibre 12. Il surveille les déplacements de Bernard Laroche. Il attend le bon moment. Le 29 mars, il apprend que son cousin doit se rendre au tribunal de Dijon pour une audience. Ce jour-là, Jean-Marie Villemain se cache près de la maison de Bernard Laroche à Aumontzey. 13h15, la Renault 5 arrive. Bernard descend avec sa femme Marie-Ange et leur fils Sébastien. Jean-Marie surgit, fusil à la main. « Fais pas le con, tu sais que j'y suis pour rien », lance Bernard Laroche en reculant. « Rentre, on va discuter », ajoute-t-il, tentant de gagner du temps. Mais Jean-Marie Villemain ne discute pas. Il vise la poitrine de son cousin et appuie sur la détente. Bernard Laroche s'effondre dans une mare de sang. Marie-Ange hurle, tente de protéger son mari mourant. Jean-Marie ne tire pas une seconde fois. Il pose son arme et attend calmement l'arrivée des gendarmes. « C'est fini. J'ai fait ce que je devais faire », déclare-t-il au policier qui l'arrête. Bernard Laroche meurt 15 minutes plus tard. Ses obsèques ont lieu le 2 avril 1985 à Jussarupt, dans le calme et le recueillement. Des policiers sillonnent la foule pour éviter les débordements. La famille Laroche est dévastée. Avant de refermer la tombe, nous gardons gravé en nos cœurs le visage de Bernard, déclare le prêtre lors de la cérémonie. Mais l'affaire prend un nouveau tournant 4 mois plus tard. Le 5 juillet 1985, Christine Villemain, la mère de Grégory, enceinte de 6 mois, est arrêtée et inculpée pour l'assassinat de son propre fils. Les expertises graphologiques la désignent comme le corbeau. Le juge Jean-Michel Lambert estime qu'elle a écrit les lettres anonymes et qu'elle pourrait avoir tué Grégory. L'irréparable vient d'être commis, déclare son avocat, maître Henri-René Garot. Christine commence une grève de la faim à la prison de Metz. Elle est libérée 5 jours plus tard, le 10 juillet, et placée sous contrôle judiciaire.
Les magistrats évoquent les insuffisances et les imprécisions de l'enquête. C'est un désaveu cinglant pour le juge Lambert. Moi, faire ça, tuer le gosse, c'est impossible, à moins que je ne sois une sorcière ou que j'ai une double personnalité, se défend Christine devant les journalistes. Le procès de Jean-Marie Villemain s'ouvre enfin le 3 novembre 1993 à la cour d'assises de Dijon, 9 ans après la mort de Grégory. L'avocat général réclame 10 ans de réclusion criminelle. Mais Jean-Marie, brisé par des années de cauchemars, supplie les jurés. « Assez de souffrance, ne me séparez pas une fois de plus de ma femme et de mes enfants », implore-t-il. Le 16 décembre 1993, le verdict tombe. Jean-Marie Villemain est condamné pour meurtre avec préméditation à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Mais il a déjà purgé cette peine en détention provisoire après le meurtre de Bernard Laroche. Le 29 décembre 1993, 13 jours après sa condamnation, il est libéré conditionnellement et rentre chez lui. L'épilogue d'une tragédie de 9 ans. 3 février 1993. 8 ans après l'arrestation de Christine Villemain, la chambre d'accusation de Dijon signe un arrêt de non-lieu en sa faveur. Elle est officiellement innocentée du meurtre de Grégory. Mais les expertises graphologiques continuent de la désigner comme l'auteur probable des lettres du corbeau. Les spécialistes en écriture ont analysé des centaines de documents. Leurs conclusions sont troublantes. Christine Villemain aurait écrit une partie des lettres anonymes qui ont terrorisé sa propre famille pendant 3 ans. Confrontée à ces accusations, elle finit par admettre avoir rédigé certains courriers. « J'ai écrit quelques lettres pour tester la réaction de Jean-Marie, pour voir s'il m'aimait vraiment », explique-t-elle aux enquêteurs. Mais elle nie catégoriquement toute implication dans la mort de son fils. Pourquoi une mère écrirait-elle des lettres de menaces à sa propre famille? Les psychologues évoquent une personnalité complexe, un besoin d'attention, une volonté de créer du drame pour souder le couple. Personne ne comprend vraiment. Bernard Laroche est mort innocent, abattu par un homme qui croyait venger son fils. Jean-Marie Villemain a tué le mauvais homme. Cette réalité le hantera jusqu'à la fin de sa vie. Marie-Ange Laroche, veuve à 33 ans, reste convaincue que son mari n'a jamais touché Grégory. Bernard était un homme bon. Ils l'ont sacrifié pour calmer l'opinion publique, déclare-t-elle des années plus tard. Aujourd'hui, en janvier 2026, l'affaire Grégory reste non résolue 42 ans après les faits. Personne n'a été condamné pour le meurtre du petit garçon aux boucles blondes retrouvé noyé dans la Vologne. Jean-Marie et Christine Villemain vivent toujours ensemble, quelque part en France, loin des projecteurs. Ils ont eu d'autres enfants. Ils exigent qu'on respecte leur vie privée. L'affaire a changé la justice française. Elle a révélé les dangers du cirque médiatique autour des enquêtes criminelles. Elle a montré comment la pression de l'opinion peut pousser les enquêteurs à commettre des erreurs irréparables. Le juge Jean-Michel Lambert, accusé d'avoir bâclé l'instruction, s'est suicidé en juillet 2017. Grégory Villemain aurait 46 ans aujourd'hui. Sa tombe au cimetière de l'Épange-sur-Vologne reçoit encore des visites. Des dizaines d'années après sa mort, la France se souvient du petit garçon, devenu le symbole d'une justice défaillante et d'une vengeance tragique qui a détruit 2 familles au lieu d'en sauver une seule.